Je connais pas trop Mozilla Hub. Enfin, j'ai entendu parler. Bon, je lis un petit peu sur Internet, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici? Alors, Mozilla, déjà, tu peux y accéder depuis un casque de réalité virtuelle et avoir le suivi des mains. Une petite histoire intéressante derrière cette plateforme-là, d'ailleurs. Je sais pas si tu les connais, toi, Ludovic. Quand il y a une époque, alors je crois que c'était plus ou moins vers 2018-2019, Mozilla, bon, c'est beau, c'est assez vieux. C'est basé sur un projet qui s'appelle A-Frame, qui était originalement développé par... Quoi? Du coup, Ludovic? Déjà, A-Frame, bon, c'est un projet qui a été développé en interne et au final, ils se sont sortis de Mozilla Hub, de Mozilla, pour devenir un projet autonome qui est l'un des meilleurs frameworks pour apprendre à faire de la VR quand tu as un background de développeur web. Donc, franchement, ça c'est top. J'ai Et pas encore avec essayé. Frame, ils sont allés plus loin, ils ont monté avec cette plateforme-là. Donc c'est à partir de React plus d'A-Frame, un peu de networking bizarre qu'ils ont mis en place. Le networking n'est pas si mal, sauf que c'est de l'Erlang du coup. En interne, on n'arrive pas à le maintenir, mais c'est pas grave. Ah. Et Moi, je connais un peu Elixir, c'est un peu le même comment? principe. Je connais un petit peu Elixir qui fonctionne sur la VM Erlang. Ouais. Ben, leur backend de networking, là, c'est de l'Erlang et parfois on doit y toucher en interne pour ma boîte. Et j'avoue que c'est pas pratique. Le fait que ce soit de l'Erlang. C'est pas un langage très agréable. C'est pour ça qu'Elixir existe d'ailleurs. Il est un petit peu plus Ouais, calme. carrément. Et du coup, il y a eu malheureusement une période où Mozilla a dû virer toute leur team XR. C'est-à-dire qu'ils avaient lancé Firefox Reality, ils avaient lancé Mozilla Hub, ils avaient lancé plein de projets autour des technologies immersives. C'était d'ailleurs l'un des premiers. D'ailleurs, Mozilla était l'un des pionniers au niveau de WebVR en termes de support. Et c'est au moment où WebXR est arrivé, en fait, qu'ils ont viré tout le monde, toute leur team XR. Ce qui fait que maintenant, Mozilla, c'est l'un des pires navigateurs maintenant pour faire de la VR, malheureusement. Parce que WebXR, c'est beaucoup mieux développé sur Chrome et sur aussi les navigateurs natifs. Sauf, sauf le projet Mozilla Hub. Le projet Mozilla Hub est le seul projet XR que Mozilla a maintenu. Parce qu'il voyait un potentiel économique sur long terme et du coup, c'est l'un des projets que Mozilla maintient encore activement. Et ça c'est cool. Oh, on l'a perdu. Non, Apox! Ah, mon Dieu. Je vais voir si je peux pas aider Youssef à essayer de se connecter. Désolé, j'ai encore planté. Ah, pas de soucis, ça rien. C'est en pleine explication intéressante. J'essaie de voir où est Youssef pour voir si je peux l'aider. Du coup, voilà, j'avais coupé à quel moment pour WebXR quand tu t'es déconnecté pour les élèves? On avait parlé de Erlang et de plusieurs projets qui étaient développés. Ah, du coup, ils ont gardé le projet. Franchement, c'est le point le plus positif, je pense. Ok. En plus de le maintenir activement et de le développer et de rajouter des fonctionnalités. Salut Youssef! Je suis content que tu aies réussi à nous rejoindre. J'ai vu que tu avais des soucis Ah, techniques. salut, comment ça va? Ah, Salut. parfait. Ah, mes techniques? Soucis de connexion. Bon, je parlais de Mozilla et le seul hic, c'est que là, on travaille en interne chez Aptero, justement, sur du Mozilla Hub, et c'est un sac de nœuds. C'est un sac de spaghettis. Merger à chaque fois leur version, c'est toujours un peu.
la roulette russe parce qu'à chaque fois on risque de pas mal de modifications, c'est pas pensé pour être extensible en fait. Et je pense qu'ils vont évoluer dans le bon sens. Ils sont déjà en train de voir pour des systèmes d'intégration plus simples, on va dire. Et, à voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. C'est le networking qu'il faut revoir parce que Mozilla pour l'instant c'est limité à 25 personnes et encore sur mobile 25 personnes tu crashes. Triste. Ah. Et ben écoutez, je pense qu'on va se faire un petit meet-up. Un petit meet-up à 3. On va à 4. Je pense que ça va être pas mal. Il est 26, allez, encore 4 minutes et salut Alexis. Salut. Oui, arrivé. Salut. Moi, ça va être une petite réunion sympathique. On va pouvoir parler un peu de tout. Il y a des sujets qui vous intéressent. Tu es Ludovic, pour voir un maximum de personnes. Par rapport à la VR, s'il y a des questions que vous avez, des thématiques que vous voudrez qu'on aborde. Passeport en VR, du coup, pour le web. Ouais. Ça, j'avoue. Ouais. Ouais. Il y a moyen de faire des choses sympas avec ça. En plus, quand j'avais testé WebXR sur HoloLens, franchement, le 6 roues, on peut faire des choses vraiment intéressantes. Hein. Si on peut accéder surtout aux mèches de l'environnement des panneaux sur les murs, ça pourrait être tellement bien, tellement naturel. Ouais, nice, avatar. Moi, je dis plus simple pour l'avatar de Youssef. Mais du coup, sur HoloLens, ils ont leur propre implémentation de Edge, c'est ça? Qui fait. Alors, ouais, il me semble que c'est un Edge un peu bizarre, enfin un peu custom. Ils sont en train d'essayer de forcer leur plateforme, là, je sais plus comment ça s'appelle. Les Universal App, quelque chose comme ça. Sauf que pour avoir du WebXR, ils n'y arrivaient pas, ils ont dû faire un Chromium classique. Enfin, un exe, une application classique au lieu d'un package qu'ils auraient fait. Oui, ils supportent WebXR. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si tu mets un fond noir dans ta scène, bah, c'est comme si tu n'avais rien en fait. C'est comme si c'était transparent. Ah, ok. Ou si tu as, je sais pas, une scène à fond noir avec une petite île au plein milieu, ou fond, peu importe, si tu mets pas de fond, normalement ça fait transparent aussi, bah, tu as juste cette petite île qui flotte au milieu de ta salle. Et franchement, c'est intéressant. C'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec. Bon, il va être 30, je pense qu'on peut lancer gentiment le meetup. Tac. Vous tournez gentiment vers la scène. Vous m'entendez bien? Ouais. Moi, je vous entends mal. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? On a mis une audio zone pour que tout ce qui se passe sur scène, tout le monde puisse l'entendre. Mais moi, par contre, j'entendrai toujours de la même façon. C'est là. Si Ouais. vous mettez, vous entendrez pas. Bon, et ben, je vous remercie à tous d'être venus pour ce meet-up. Donc, c'est la formule, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça va être beaucoup plus léger. Il y a peu de présentations et ça va être beaucoup table ronde, beaucoup de discussions entre nous sur les sujets qui nous intéressent, assez libre. S'il y a des sujets que vous voulez présenter, sur lesquels vous avez travaillé, des petits projets sympas, on peut les présenter, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à prendre la parole. Mais par contre, j'ai un truc à vous présenter, un truc à vous annoncer, mes chers amis, et ça fait un bout de temps que je travaille dessus, c'est XR Search. XR Search, c'est un projet que je travaille en interne depuis 2018. Mais avant de vous dire exactement ce que j'ai, j'aimerais vous parler un peu de l'expérience que c'est d'utiliser un casque de VR pour naviguer sur Internet et de créer des sites immersifs. Déjà, quand on navigue sur Internet, il y a des limites évidentes. C'est déjà pour taper du texte, on est là comme des singes à taper A, B, C, D, lettre par lettre, c'est n'importe quoi. En 2022, on ne devrait pas avoir à taper du texte de cette façon-là. Ensuite, comme on est dans un casque immersif, notre densité de pixels
fait qu'on est limité en termes de texte à afficher. On est obligé d'avoir la version mobile. Et ce qui est bête, parce qu'on est en espace réalité virtuelle, et on se retrouve face à une petite vieille fenêtre qui présente du texte mobile. C'est limitant, et c'est dommage de se limiter juste à ça. Et le dernier point, c'est en tant que créateur, Google n'est pas capable de comprendre une scène TreeJS. Bing n'est pas capable de comprendre une scène BabylonJS. Mais où va le monde? On a besoin de créer des expériences qui puissent être trouvées au travers d'Internet, être faciles à repérer. Du coup, comment est-ce qu'on fait maintenant dans les médias? Pour l'instant, pour taper des URL, on le fait sur ordi et on l'envoie dans le casque, ou alors on se partage depuis le smartphone. On est obligé de quitter l'immersion pour revenir dans l'immersion juste après pour aller plus loin dans l'expérience. C'est dommage d'avoir enlevé le casque. Franchement, c'est restreignant. Et pour les sites web, on est obligé de passer par des agrégateurs de contenu, des sites qui vont ajouter des métadonnées complémentaires, comme par exemple Constructarcade, dans lequel vous publiez votre site, vous rajoutez du texte tout autour, et là, ça marche. Mais c'est dommage de devoir dépendre de services externes. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Surtout que le casque, maintenant, en réalité virtuelle, on a l'espace 360, on peut agir dans tous les sens. On devrait avoir une expérience comparable ou supérieure à un smartphone pour rechercher des choses sur Internet. De plus, les sites web plats, ils devraient profiter de l'espace 360, ne pas se restreindre à juste la petite fenêtre qu'il y a devant nous et profiter de tout l'espace qui entoure l'utilisateur. C'est ça qu'on devrait voir au travers d'Internet en immersé. Et dernier point, nos créations immersives ne devraient pas dépendre d'un service tiers pour être indexé, pour être référencé. Et c'est là, du coup, qu'XR arrive. XR, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur de recherche pensé pour la XR. C'est-à-dire que c'est un site sur lequel on va pouvoir s'immerger, et là, on va pouvoir avoir une expérience de recherche travaillée, agréable, aussi fluide qu'utiliser son smartphone, et même encore plus, et qui va pouvoir profiter de l'espace tout autour de soi pour proposer des résultats riches et denses. Je vais pouvoir travailler avec des chercheurs spécialisés en UX pour la VR, des professionnels, des designers, et quoi d'autre pour aller encore plus loin. Et surtout, le dernier point, c'est du référencement naturel pour des expériences immersives. Quand je crée une expérience en réalité augmentée pour le web, pour L'Oréal, je ne devrais pas mettre 100 000 paragraphes de texte à côté pour qu'il apparaisse en premier résultat de recherche. C'est complètement ridicule. Et ça, vous voyez, c'est un énorme projet. Et c'est là que j'aurais besoin de vous. J'ai besoin de vous pour plusieurs choses. La première, c'est que c'est un énorme projet. Et seul, je ne pourrais pas y arriver. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Si vous êtes intéressé, si cela vous intéresse, je cherche des partenaires, que ce soit des professionnels en UX, en marketing, en design. J'ai besoin de tous les bras. Deuxièmement, il y a la suite du projet qui arrive sous la forme d'une bêta fermée. Pour aller plus loin et faire une expérience la plus riche possible, je vais partir sur un design itératif et on va mettre en place du coup un serveur Discord où on pourra proposer aux utilisateurs de tester en avant-première le projet et d'apporter ses retours pour l'améliorer au fur et à mesure. Et si vous voulez en savoir plus sur le projet, il y a une mailing list qui a été mise en place où justement je vais informer tout le monde, vous informer au fur et à mesure de l'avancement de la bêta, de l'avancement des partenaires, etc. Et tout ça, c'est accessible au travers de ce lien, about.xrsearch, qui est justement la nouvelle landing page du projet. Donc je vais juste vous la mettre, hop. Je vais me copier l'URL, copier l'adresse du lien, je vais le mettre dans la conversation. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous y invite. Comme ça, vous aurez une présentation beaucoup plus claire, beaucoup plus riche de ce qu'est ce projet, justement, et de ses ambitions. Vous avez des questions? Et là, je l'annonce officiellement, attention. C'est grand ouvert, maintenant il y a une landing page, le métaverse, le moteur de recherche dont le métaverse a besoin, la petite mailing list, ainsi qu'un moyen pour prendre des rendez-vous pour les partenaires, ceux qui peuvent être intéressés. C'est un projet qui me tient à cœur et qui a du potentiel pour améliorer notre expérience en tant que créateur de sites immersifs, et aussi pour améliorer le web tel qu'on le connaît, quoi. Et surtout le web en VR, il y a du potentiel là-dessus. Je crois que tu as coupé sur la fin. Tu veux que je refasse la dernière slide?
Comment ça, il s'affiche pas bien? Ah, il dépasse, c'est ça? Ah merde. Eh ben, voilà l'intérêt d'avoir des bêta-testeurs, d'avoir une mailing list pour une alpha privée, c'est d'avoir des retours en direct avant que cette vidéo passe sur YouTube. Oh, flûte. T'es sur quel téléphone? Ok, donc assez grand quoi, comme téléphone. Attends, est-ce qu'il n'y a pas ça? S8 Plus? Alors, S8 Plus, comment est-ce qu'il présente? Ok, il me dit que c'est comme ça. C'est pas du tout comme ça, du coup, j'imagine. Oh, flûte. Bah, écoute, je pense que le mieux, ça va être que tu testes sur PC dans les médias. Si tu vois, capture d'écran de ce que toi tu vois, histoire que moi je l'adapte. Euh, ah ouais, le CSS c'est cassé. C'est quand même fonctionne. Ok, ouais. Ah oui. Oh, mais qu'est-ce qui. C'était la première fois que je teste Tailwind et je crois qu'ils ont ride tous les CSS. C'est bizarre que dans mon cas ça marche. C'est surprenant. C'est comme si sur ton téléphone il y avait des trucs qui chargeaient en premier, alors que sur le mien il y en a d'autres qui chargent. Bon bah ça peut arriver, hein. Écoute. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer ça, pour assurer que les CSS ne débordent pas n'importe où. Et puis go. Je te mets ça en milieu. C'est bon pour toi? Je corrigerai ça du coup. Je corrigerai ça. Non, mais tu fais bien parce que quitte à faire les choses bien, autant que ce soit propre. Ben, pour présenter rapidement le site, hein, c'est déjà. Un, deux, un, deux. Et si tu peux arrêter de souffler dans ton micro, s'il te plaît. Alors, je peux troller Alexis, c'est mon petit frère. Vous le prenez pas mal. C'est surtout que le micro arrêtait pas de planter depuis tout à l'heure. Ah bah, bravo, Nils. Donc, pour expliquer plus ou moins le projet, je pense que le mieux, c'était le plus simple, le plus clair, c'est la vision, mission, mission. Pour expliquer ça, je travaille depuis quelques temps avec l'incubateur de Laval Mayenne Technopop pour aller plus loin sur le projet. Et clairement, je pense que c'est les phrases qui décrivent le mieux celui-ci, ce projet-là. Il y a moyen de faire des choses sympas. Bonjour Hugues. Hello. On a commencé il y a 10 minutes, t'inquiète pas, t'as pas rappelé grand-chose. J'ai fait une présentation d'un projet que je mène depuis un petit moment, XR Search, qui est le moteur de recherche sur lequel je travaille. Pour rappeler pour ceux qui ont raté ça, c'est que pour ce projet-là, dans les médias, je cherche des partenaires qui pourraient faire un bout de chemin avec moi, des associés. Il y a une bêta fermée à venir et pour en savoir plus, le mieux c'est de s'abonner à la mailing list qui est accessible en bas de page de la landing page qui est ici. Alors l'URL c'est about.xrsearch. Voilà, c'est mon projet du moment. Et tout ça pour le web immersif, il y a moyen de faire des choses sympas, quoi. Bon. Il y en a qui ont des projets sympas qui veulent présenter, sur lesquels ils ont travaillé, voir ce que vous avez avancé en termes de web immersif. Un sujet qui vous intéresse? Bah ouais. Non, tu vas arriver. Ça va être sympa. Il y a moyen de faire des choses sympas. Là, en plus, de feature, il y a. Oui? Ah,
Je l'ai testé sur casque, mais je ne l'ai pas testé le développement. Et franchement, le MRTK sur Babel.js, sympa, c'est intéressant. Alors pour ceux qui ne savent pas, le MRTK, c'est Mixed Reality Toolkit. C'est un truc qui était surtout pour le natif, pour les casques HoloLens. Et c'est un kit d'interface très bien léché, très propre, très bien conçu. Et Babel.js, bon, c'est un framework web, et ils ont explosé le MRTK dessus. Et du coup, on peut faire des UI vraiment pro, j'ai envie de dire, avec ça. Et pas mal d'interface, franchement, c'est quelque chose que je te recommande d'essayer. On fait une petite démo là sur Babel.js. J'ai mal entendu, c'est quel framework web sur lequel ils ont mis MRTK? Babylon.js. Ah, C'est Babylon. un produit développé par Microsoft, je crois, non? Microsoft. Alors, Bah, du coup, c'est pas étonnant, MRTK, Microsoft, ouais, c'est un, leurs équipes en interne ont dû c'est un de leurs bébés, donc forcément. Mais ils ont des systèmes d'interface où tu peux déplacer les panneaux, tu peux les faire te suivre. Et tout un système. C'est surtout orienté hand tracking. Et du coup, pour les casques standalone qui proposent du hand tracking comme le Meta, les casques Meta, c'est vraiment super, quoi. Alors, je vais essayer de montrer une démo si on peut. Là, tu vois, là, je le fais depuis le téléphone, depuis le PC, mais on peut manipuler les panneaux, les déplacer, les agrandir dans tous les sens, les orienter pour être le plus agréable possible en termes de workflow. Ils ont des systèmes d'UI assez intéressants. C'est comme en fait, c'est des systèmes de fenêtres, mais super poussés. Ça marche aussi pour les objets 3D. C'est une démo pour les objets 3D. Peut-être celle-là. Ouais, puis il me semble qu'en WebXR, il y a une interface pour implémenter du hand tracking en termes d'input. Ouais, ça c'est le cas. Mais franchement, c'est sympa. Le problème, c'est que les sites web XR, ils sont déjà pas assez nombreux. Tout court, donc le fait qu'il y en ait quelques-uns qui supportent le WebXR, c'est le XR et le hand tracking. Ça se compte sur les doigts de la main, ce genre d'expérience-là. Je sais que ça vaut, enfin, de ce que j'en ai vu, ça vaut vraiment le coup d'essayer, quoi. Il me manque peut-être un système uniforme pour créer des interfaces, créer des UX en VR qui puissent profiter de tout ça. Ça, c'est un sacré projet. Sinon, je peux pas dessiner avec ma tablette graphique sur les murs. C'est quoi? Bah, quand j'essaie de dessiner sur les murs avec le pinceau, je peux pas avec la tablette graphique. Ça marche à la souris, mais pas à la tablette graphique. L'UX, elle est pas. C'est déjà bien que ça marche et sur PC et sur mobile et en Oui. casque. J'ai sorti ma tablette pour ça. Comment? Du coup, Youssef? Un peu trop vite. Je pense que c'est une très bonne idée. De quoi? Je pense que c'est une très bonne idée. C'est projet. Ton microphone grésille un peu. Ah, bon. On va y arriver. C'est bon? C'est un poil mieux, ouais. Bon, en termes de développement WebXR, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle feature? On a tout ce qui est réalité augmentée avec le VPS pour Babylon, pour Atoll. Est-ce que vous avez vu à quoi ça ressemblait, ça? Le VPS, alors, depuis que Niantic a racheté Atoll, Atoll c'était l'une des grosses compagnies euh, spécialisées là-dedans, ouais.
Ouais. Euh, Parce que là, j'avais vu justement récemment une annonce comme quoi il y avait 100 000 destinations qui avaient été scannées. Ouais, excuse-moi. Sinon, vous avez vu le décollage de la fusée pour cracher un satellite par la NASA? Ouais. On a Pardon, entendu parler sur Twitter. C'était pour détourner un astéroïde, c'est ça? c'est ça. J'avoue que voir ça en VR, ça devait être quelque chose. Il me semble qu'il y avait justement des salles, soit sur natif, soit en WebXR, mais franchement, ça devait être quelque chose à voir. À tester. D'accord, c'est quoi les joueurs? Ah, j'ai trouvé une présentation intéressante du VPS. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir du tracking propre. Du tracking propre en VR, quoi. Enfin, en réalité augmentée. Et fixé par rapport à l'environnement réel. Excusez-moi, j'ai baissé la qualité, comme ça va mieux charger. Bon, ça ne veut pas charger, décidément. Je sais pas si vous savez, j'ai vu que Niantic avait racheté 8ball, c'est ça? Ouais, Mais- c'est justement ça. C'est Ok. Et qu'est-ce que ça implique exactement pour le moment? Parce que c'est vraiment des trucs assez séparés. Je pense pas que Niantic était sur le web avant. Je sais pas trop. À en part, fait, enfin, Niantic, c'est pas la première feature peut-être. Niantic, ils ont une force de frappe phénoménale avec le dataset de tracking du monde réel qu'ils ont construit au fur et à mesure avec Pokémon Go. Et ils ont un SDK justement qu'ils avaient pour le natif, qui s'appelle VPS. Et là, ils l'ont mis aussi sur le web pour S-Wave, en se basant sur S-Wave. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu vois les démos en réalité augmentée que je te mets là, c'est dans un navigateur. Et franchement, c'est propre. Ok. Et c'est toujours payant 8ball? Parce que je me souviens, Ah oui. j'avais regardé, Oh, c'est un truc payant. Ok. ah ouais, ils ont un pricing assez costaud. Là, c'est clairement surtout un truc de starter pour aller 9 € par mois. Mais ça monte assez vite dès que tu vises pro, quoi. C'est vrai que c'est un truc que j'ai un peu mis de côté justement parce que j'ai un peu peur de me retrouver bloqué à essayer de gagner en compétence sur un outil comme ça et finalement obligé de rester abonné ou pour pouvoir déployer un truc intéressant, ça commence à devenir cher. Ce genre de truc qui me gêne un petit peu, je sais pas trop. Attends, il me semble qu'il y a. euh, Quel projet ne requiert pas une licence commerciale? Un projet éducatif, démo privée. Il y a quand même un système où je pense que tu peux t'en sortir si tu as un tiers gratuit. Ok, c'est intéressant. Ouais. Ouais. En plus, c'est les meilleurs en termes de tracking. Franchement, ce serait dommage. Je pense que pour les gros projets commerciaux, là, tu as envie de le prendre, quoi. Mais c'est vrai, c'est dommage de se limiter qu'aux projets commerciaux. En plus, il me semble que Niantic, ils avaient un truc ARDK, justement, tout un framework pour faire de la réalité augmentée, mais en natif, pas en web. Donc j'ai l'impression que ça me paraît un peu bizarre. J'ai l'impression que c'est un peu en conflit avec. La conférence Non, c'est d'Arthur pas les mêmes plateformes. C'est juste pas les à mêmes plateformes. son meeting. D'accord. C'est du natif.
Mais de l'AXR. Ah ouais, c'est ça, RDK, t'as raison. Là, il discute, il a présenté son projet, et puis là, il discute des actualités, etc. Alexis, on t'entend. Su. Alexis, Ouais. mute-toi. Excusez-le, il est pas doué. Ouais, c'est vrai que là, du coup, c'est plus une solution native. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont racheté Oswald, pour pouvoir porter leur plateforme justement à plus de, enfin, porter leur solution à plus de plateformes. Donc c'est pas, du coup, ce sera pas un conflit vu que c'est justement la même boîte au final. Ouais. Enfin, c'est comme ça que tu le vois. Ok, ouais, faut voir comment ça se rejoint à un moment donné ou pas. Mais en termes d'API et de features et de trucs comme ça, je sais pas. Bah, comme on reste sur du natif et là sur du web, je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas avec. Il y a moyen. À voir en effet ce qu'ils pourraient apporter. Hein. Si ça se trouve, leur SDK va devenir quasiment universel. Mais ce serait bien que les prix baissent, quoi, pour ce que c'est. Il me semble justement que RDK c'est gratuit, il me semble. Bah, ouais, je suis en train de regarder là juste un instant. Ils sont pas mal gratuits. Shared, ah, voilà, c'est ça. Et c'est le multi-utilisateur en AR qui coûte cher en fait. Real-time machine, ouais. C'est pas si simple parce que quand tu traques quelque chose, il faut que les informations de tracking soient les mêmes et que tout le monde ait les mêmes points de repère. Et je pense que tous les téléphones ne vont pas comprendre l'environnement de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes caméras, ils ne vont pas associer les trackings de la même façon. Et c'est vrai que tu peux utiliser déjà le GPS pour se complémenter d'une certaine façon. Ça peut être une façon de faire. Ouais. Ouais. Ça peut être une idée. J'avais vu un truc similaire sur WebXR. C'est vrai qu'on a cette même limitation sur le WebXR en réalité augmentée, où on ne peut pas avoir et du tracking d'image et du tracking WebXR. Parce que WebXR bloque l'API. Et apparemment, ça va changer parce que bientôt, on aura WebXR Raw API Access qui va permettre justement d'avoir et du tracking de marqueurs et du tracking XR natif. ARKit, quoi. Ça va être des choses à suivre, quoi. Tiens, c'est celui-là. C'est cette feature-là. Raw Camera Access. Une fois qu'on a ça, en vrai, il suffit de mettre un marqueur image au milieu de la salle physique. Tout le monde le scanne, tout le monde est traqué au même niveau et c'est parfait. Et du coup, ça rentrerait bien dans cet usage-là. Mm. C'est dommage. Mais il faudrait déjà que WebXR marche sur ARKit. Et ça, et ça, et ça c'est pas près d'arriver. Oui, où Safari supportera WebXR, ce serait quand ils annonceront leur nouveau casque. De toute façon, c'est pas près d'arriver. Là, apparemment, ils ont l'interface qui est prête, parce que les fonctions ne s'exécutent pas, quoi. Il n'y a pas d'exécution, il n'y a pas de code, il n'y a pas de logique derrière. Ce qui est dommage. Ouais. C'est vrai que c'est un aspect important aussi. Si Apple suit pas aussi bien qu'on l'espère,
WebXR, c'est un peu compliqué, quoi, je pense. Bah, surtout sur la réalité augmentée sur mobile, parce que c'est vrai que là, le secteur, il n'y a que Android et que certains téléphones Android qui le supportent. Et encore, si tu as un téléphone qui le supporte, il faut tomber sur le navigateur qui est à jour. Donc c'est déjà l'enfer. Et la réalité augmentée sur iOS, ben, c'est natif un peu plus SMR. À moins que tu utilises Quick Look. Mais Quick Look, tu montres un modèle 3D et tu fais pas très bien. Après, Apple, ils ont intérêt à garder les gens sur leur plateforme en natif. Ils n'ont pas du tout intérêt à étendre les features web. Ils veulent que les gens payent leurs applications et leur filent 30%. Ouais. Mais justement, je me demande, parce que là, c'est assez récent que Safari se lance à pseudo-implémenter WebXR. Je me demande si, lors de la sortie de leur casque, quand ils le sortiront, ils vont pas faire de WebXR une feature officielle. Justement parce que du coup, ils ont un casque de VR qui va en prendre pleinement avantage, quoi. C'est probable, mais je parierais plus sur des outils de développement propriétaires ils te raconteront ça comme optimisé pour leur casque. Je pense qu'ils ont la main-d'œuvre pour faire ça en interne. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a un mois, j'avais écouté un talk du mainteneur principal de Three.js et on lui avait posé une question. Apparemment, en ce moment, il y a Apple qui milite pour faire passer le tag modèle au niveau du consortium HTML. Et le mec qui m'a tiré de JS, il n'est pas vraiment pour parce qu'il trouve qu'en fait Apple fait ça pour pousser un format de modèle 3D qui est propriétaire USDZ qui vient de chez Pixar, alors que la communauté au sens large préférerait GLTF pour son côté plus ouvert, open source. Et il préférerait aussi un tag qui, au lieu de décrire un modèle, décrive une scène en termes de sémantique. Ouais. Ça, c'est un débat assez compliqué à cadrer. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect USDZ vs GLTF. Et j'avoue que je sais pas quoi penser de ce modèle-là. C'est vrai qu'on a Moi des non choses plus. sympas pour commencer, comme Model Viewer, qui est un projet open source proposé par Google. C'est vrai de faire un peu ça. Et c'est vrai que juste des modèles 3D, on fait quoi avec ça? On fait quoi? On fait un Bah, catalogue. déjà, rien que pour un catalogue, imagine tu es, je sais pas, Shopify ou Amazon et tu fais une WebView AR où la personne, elle peut afficher un modèle 3D de basket dans son living, en fait. C'est ça leur use case, c'est vraiment pour les gens qui font du e-commerce, à mon avis. Et même, quand tu es en VR, le e-commerce, c'est pas juste un panneau dans lequel tu vois des petits modèles. L'idée, c'est carrément d'avoir un store immersif dans lequel tu te balades. Et c'est vrai qu'en réalité augmentée, là c'est vrai que sur mobile, et surtout sur leur plateforme principale iPhone, là, ça a du sens pour eux. Je, Du coup, je pense vraiment que c'est le cas réalité augmentée qui les intéresse parce que si on prend un pas en arrière, le pourcentage de la population qui est déjà munie de casques est infime comparé aux gens qui possèdent un smartphone capable de faire de l'AR. Donc, à mon avis, les Google et les gens comme ça, ils ont un intérêt à faire passer de l'AR par le smartphone. Bah, Apple le fait déjà d'ailleurs. Ils ont sur leur site, pour chacun de leurs produits, un moyen de le visionner en AR. ouais, avec Quick Look. Mais c'est intéressant le débat. Attends, je vais revenir du coup sur l'USDZ et le GLTF. Il y a récemment, c'était Nvidia qui a fait un talk, là, ils présentaient toutes leurs nouvelles technologies, ils ont parlé un peu de l'USD. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, je pense que l'USD et le GLTF peuvent être complémentaires. Euh, alors pour l'histoire, le GLTF, c'est un langage qui est fait pour le transfert de modèles 3D. C'est-à-dire qu'il est facile à manipuler, il est aussi très, très facile de streamer le GLTF. En fait, l'USDZ, il n'est pas adapté pour ça. Il est adapté pour avoir des super scènes sur lesquelles tout le monde peut travailler en multi-serveur, multijoueur, mais je le vois plus comme un back-end, comme une gestion des scènes pour faire du cloud streaming, plutôt que faire du transfert de scènes vers le navigateur. Donc peut-être qu'on pourra avoir une répartition à l'avenir de l'USD côté serveur en termes de définition de scène, pour ceux qui auraient un appareil qui n'est pas capable de faire de la VR, faire du cloud streaming,
Et pour ceux qui pourraient faire de la VR, la scène serait transférée en format GLTF au client pour pouvoir, lui, consommer la scène de manière la plus rapide possible pour le streaming. Il y a peut-être des pistes de réflexion intéressantes là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que Ouais, il y a des outils de conversion. Moi, à la base, c'est tout récemment que j'ai commencé à apprendre un petit peu la Web 3D avec Trido.js. Mais si on prend un exemple comme Unity qui a commencé à étendre ses pipelines, en introduire de nouveaux, côté dev, ça veut dire qu'il faut utiliser des convertisseurs pour translater les shaders et les matériaux pour qu'ils puissent être visualisés à travers un nouveau renderer. Donc, à mon avis, il y a forcément des trucs open source qui vont être développés pour traduire du SDSZ en GLTF. déjà, là, le GLTF Transform, c'est la tuerie déjà dans ce milieu-là. Don McCurdy qui avait fait ce projet-là qui permet, côté serveur, de traiter, de faire absolument tout ce qu'on veut avec les GLTF. Ça régale. Mais c'est vrai qu'en termes de licence, est-ce que vous avez pris le temps de lire la licence Apache, enfin la licence de l'USD? Moi, je prends pas le temps, mais vu que c'est pas du MIT, il y a forcément un endroit où tu vas te faire avoir si tu commences à utiliser l'USD sans l'autorisation de Pixar. Mais c'est dommage. Je voulais la mettre, au cas où si ça vous intéresse. On va creuser tout ça. Mais à voir, ouais, en fonction des usages, c'est vrai que le travail qu'a fait Pixar autour de l'USD pour en faire un outil de production qualité cinématique, c'est un plus si on veut des expériences qui soient triple A. Et le problème, c'est que le web vise surtout une mentalité où on va faire le plus léger, le plus optimisé possible, quitte à faire des compromis graphiques. Par exemple, là, vous voyez, on n'a pas d'ombre, on n'a pas de shadow sur le sol. Donc c'est une approche complètement différente qui promeut le cloud streaming. À voir quel est son impact à l'avenir, mais le fait de devoir payer pour avoir une carte graphique sur le cloud, je ne suis pas sûr que ce soit une approche très grand public, une mentalité très grand public. Déjà que PC Shadow, ça coûte quand même 40 balles par mois. Ouais, puis on a l'exemple de Stadia de Google. Ils ont annoncé qu'ils allaient complètement fermer Stadia d'ici janvier prochain. Vous n'allez pas le rendre rentable. Ça coûte à blé monstre d'avoir du cloud streaming. Ça va être surtout une solution propriétaire, hein. Clairement, c'est propriétaire. Ouais. Et pourtant, de leur côté, Meta, ils sont actuellement en train de bosser sur une solution de cloud streaming, justement, pour proposer des expériences à un niveau de résolution et de qualité bien supérieure à la VR mobile. Donc, ils taffent avec des technos pour streamer par le web sur leur casque. Ouais, justement, Nvidia proposait des trucs comme ça, c'est assez bluffant. Mais il faut voir le business model derrière, parce que si Meta peut faire ça gratuitement, ça veut dire qu'il se fait un fric monstre sur nos données personnelles. Ah bah c'est ça, c'est exactement comme ça qu'ils font. Ouais, Ils subventionnent leur casque à perte et puis derrière ils collectent. Ouais. D'ailleurs, les annonces récentes, il y a eu le Pico 4 qui a été annoncé par Pico qui appartient à ByteDance maintenant, ceux qui font TikTok. Même chose, le prix de vente du casque qu'ils ont annoncé est ridiculeusement faible, donc même business que Meta, quoi. Sauf que eux, c'est pas pour les sous, c'est pour la surveillance politique. Vive le CCP. Bonjour les Chinois, si vous écoutez ce message, on vous aime. Ne tuez pas. Mais c'est impressionnant. Impressionnant la situation politique en Chine, où ils deviennent vraiment très vigilants et très attentifs à ce qui se passe. D'ailleurs, rien que TikTok, hein. Bravo à eux. Ils arrivent à utiliser une plateforme populaire pour faire des choses vraiment folles. Pas juste de la collecte de données, mais aussi de la manipulation d'informations. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des études faites sur les algorithmes de TikTok qui montraient que si tu passais vraiment beaucoup de temps, tu étais plus souvent exposé à du contenu pro-CCP
Le CCP, c'est le Parti communiste chinois, du coup. Ouais, ils ont même des trucs beaucoup plus cons que ça, comme ils ont implémenté des algorithmes qui filtrent les personnes qui sont ouais, pas esthétiques ou moches, ou peut-être même des personnes de couleur, juste parce qu'ils ont marqué algorithmiquement que les gens regardaient pas trop, donc ils sont mis à filtrer ça. Après, bon, pour L'algo fait la loi. non, c'est vrai. Après, quand l'algo te reflètera ce que tu chercheras le plus dessus, mais si tu es sur TikTok, est-ce que ce que tu tends à regarder plus, c'est des démos de Unity, enfin des devs indés, il y en a pas mal qui postent pour se faire du but là-dessus. En vrai, l'algo derrière peut te faire remonter plein de projets techniques assez intéressants. Donc, genre, si tu t'en sers bien, tu peux découvrir du contenu, que ce soit artistique ou technique, qui peut être pas mal du tout. Il faut apprendre à utiliser l'algorithme pour lui faire comprendre ce qu'on veut. On revient un peu sur les débats des bulles sociales qu'il y avait déjà avec Facebook. Pour voir comment est-ce qu'on peut casser ça de manière saine. Ça va être challenge. Oh, ça se casse pas, ou alors la structure qui le cassera, ce sera de nature politique. Ce sera des structures type FTC qui font de l'antitrust dessus, ou alors ce sera juste Meta s'écroulera tout seul sous le poids des procès qui lui collent de partout. Ça se voit pas, mais Zuckerberg, il est vraiment sous le feu de pas mal de gens. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'ils font les annonces depuis peu à Meta, c'est pas par hasard que Zuckerberg est vraiment frontalement de face dans la vidéo à présenter le truc. C'est parce que les investisseurs derrière, ils voient Zuckerberg. Ouais, les investisseurs lui disent, bah, on voit que tous les trimestres, on pompe 10 milliards dans ton projet de XR. On n'est pas sûr que ça se porte le mieux possible. Donc à partir de maintenant, tu vas prendre toute la responsabilité sur toi. Donc au cas où ça se casse la gueule, ça sera toi le responsable. Il y a un petit peu de ça. L'impression. Alors écoute, si ça le pousse à faire des casques de qualité, moi je dis pas non. Ah, bah, c'est gagnant pour les. C'est sûr. J'ai hâte de voir aussi les projets indépendants comme le Lynx, là, il va arriver bientôt. Je me rappelle, ils avaient fait le Lynx. C'est des Français en plus. Ils font du travail sympa. Oui, je travaille chez eux. Ah, cool. Ouais, salut. D'ailleurs, il y avait un live ce soir, je sais pas si vous avez écouté, il y avait Stan qui faisait les annonces depuis Taïwan. Alors, j'ai échangé avec le CTO de Lynx, comment il s'appelle, récemment. C'est pour le projet justement de moteur de recherche. Choukri. Ah oui, Choukri. Ouais. On a échangé récemment. Je bosse sur un projet de moteur. Bon, j'allais faire tout début de présentation, tous les débuts, juste présenter le moteur de recherche. Tu avais vu ça ou pas? Non, je suis arrivé vers 21h30. Ah bah. Bon, c'est pas grave. Du coup, la présentation, c'était je lance un projet de moteur de recherche, je cherche des partenaires, des associés. Et ouais, j'ai déjà échangé pas mal avec Choukri, justement parce que vous montez le navigateur au départ. Je pensais que vous le feriez en interne. Et au final, ça a été fait avec Volvic. Ouais. Et du coup, il m'a recommandé des contacts et je suis en train de voir avec eux pour mettre ça en place. Voir si c'est possible d'avoir ce moteur de recherche comme moteur de recherche par défaut de Volvic, le navigateur de Lynx. Ça va être bien, ça va être sympa. On va faire des choses sympas. Non, c'est sûr. Puis il y a eu d'autres moteurs de. Je crois me rappeler, il y avait un moteur de recherche d'application WebXR qui s'appelait Super Medium, non? Oh mon Dieu, oui. Ils n'existent plus, je crois, ou ils sont passés à autre chose. Attention, ça. Ouais, ils sont partis sur autre chose. Mais ouais, attention, ça c'est pas. Vas-y, désolé, je te coupe. Vas-y, dis. Ils sont devenus, on dirait, un reader pour des comic books en VR. Ils ont trouvé. Ouais, je me souviens. J'avais été impressionné parce que c'était bon, ça remonte à 2018 quelque chose, mais j'avais testé des applications à travers et il y avait quelques applications vachement sympas. Je me rappelle d'une, c'était un mec qui avait codé un simulateur d'origami en WebXR. Donc tu pouvais genre plier une feuille de papier physique et faire des. C'était assez impressionnant et des algos pour
redécouper un quad et scinder les vertices et tout ça. Enfin, c'est assez cool. Les concurrents maintenant, c'est surtout Construct Arcade. Hein. Hein L'alternative la plus riche, c'est Construct Arcade. Alors, Construct C'est Arcade, conçu c'est un par quoi? projet. J'ai pas entendu. Alors, l'alternative maintenant, c'est Construct Arcade. C'est Ah, un je connais site pas ça. qui collectionne plein de sites XR. Et quand tu y arrives depuis un casque, en fait, tu es dans une salle d'arcade virtuelle en WebXR. Et tu peux Oh, voir tes jeux et te balader. Il y a, tiens, justement, il y a Gateway Car qui a été présenté la semaine dernière par la team qui a travaillé à ce meet-up-là. C'est un petit jeu de course, c'est pas de course, de fuite en voiture. Il y a 2-3 jeux, même des jeux d'horreur, c'est assez riche. Mais ça, c'est pas ce que j'appelle un moteur de recherche, tu vois, c'est ce que j'appelle plus un agrégateur de contenu. ouais. Et là, moi, mon idée, c'est carrément d'avoir une part de recherche avec possibilité de taper avec différentes interfaces ou de faire de la commande vocale et d'aller encore plus loin. Et après, un moteur de recherche va agréger le contenu des agrégateurs de contenu. Ouais, c'est un petit peu comme ce que fait SideQuest avec les applications natives pour Quest en ce moment. Carrément. D'ailleurs, je crois que SideQuest, ils ont un volet WebXR sur la plateforme. Il me semble aussi. Est-ce qu'on peut le voir juste rapidement? C'est dans les endroits quand tu browses catégories. Ouais. Je crois que c'est en dernier. Streaming, music puzzle, session, de fitness, escape, handball, early access, tata. Ah non. Ou alors c'est une catégorie. Peut-être si tu tapes WebXR dans la barre de recherche, il va te faire remonter que des applications WebXR. Quand tu fais genre game et que tu tapes WebXR. Ah, peut-être. Ouais. Genre t'as Moonrider. Ouais. Alors, Moonrider quand même. Ouais, c'est une catégorie. Tata. Ah voilà, search tag WebXR. Voilà, là, on en a plein. D'ailleurs, Moonrider, première vraie application. Hein. Ils ont un trafic monstre sur celle-là. Ouais, j'avais joué à pas mal de trucs dessus. Hein. Comme clone des Beat Saber, franchement, ils ont bien. Ils ont un mode sympa avec des points à la place des sabres. Très sympa. Il faut une session de boxing, en effet. Et en plus, toutes les musiques sont basées sur les sources maps de B-Saber. Donc, franchement, le catalogue il est quasiment infini, quoi. Malin. Ah, il y a Volvic aussi parmi les applications sur SideQuest. Bah, du coup, oui, c'est pour sideloader le projet. Mais c'est un projet intéressant, franchement, suivre Volvic, à part qui coûte cher à implémenter sur leur plateforme, ce qui est compréhensible, vu que c'est une partie de leur modèle économique. Même faire des choses sympas, quoi. Un autre outil très sympa qui est sorti récemment, c'est plus pour les devs Unity. Je vais mettre ça dans le chat. Là. Un truc qui s'appelle Needle Tools. Et c'est un mec qui a créé tout un engine pour permettre à des devs Unity de transformer leur projet en application WebXR. Ah bah si quelqu'un a testé ça, franchement, j'aimerais bien voir votre expérience. Pas encore, mais en vrai, c'est un petit peu sur ma to-do parce que là-dessus, il y a des convertisseurs pour les scènes, les illuminations, même des shaders. Genre convertir des shader graph Unity en équivalent WebXR. Du shader graph Unity ? Ouais, et par-dessus ça, attends, c'est même pas fini. Dans ce moteur, il a aussi intégré une partie networking en fait pour faire des applications collaboratives. Et alors sur son site là, tu vas trouver une démo notamment où tu peux être en collaboration avec quelqu'un et construire, c'est la page juste après là, construire des châteaux modulaires ensemble, dans celle en dessous encore. Bon, déjà son site est vachement sympa. Et il a créé une application où là on est à plusieurs, là, on peut construire des châteaux forts. Et c'est complètement cross-platform, c'est-à-dire tu peux être dedans à travers un Quest 2, tu peux être genre sur desktop, et même ça marche même à travers une tablette avec des interactions touch, etc. J'ai été hyper impressionné quand j'ai testé ça. Ça a l'air tellement bien. J'adorerais travailler avec ça. Franchement, ouais. En plus, c'est du Unity, c'est pas si Vas-y, excuse-moi. En fait, ouais, Unity, ça t'apporte un éditeur finalement pour créer tes scènes à l'intérieur
Et après, le truc l'exporte, sauvegarde tes positions, tes transformes, et puis On en a quelques-uns des trucs comme ça sur le web, en plus. Des game engine avec des éditeurs. Mm. Je sais qu'il y a Babylon.js qui a un truc en alpha. Il y a Play Canvas, il y a Wonderland Engine qui est développé par la team qui fait Construct Arcade, qui a aussi sa propre interface. Et j'avoue que l'Unity, ça donne très envie. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir profiter d'un combo de la puissance de l'HTML pour créer des interfaces en VR. Le fait de partir sur Unity, du coup, tu es obligé d'utiliser les interfaces Unity, ce que je trouve un peu dommage. Et, il y a du nouveau récemment vu sur récemment sur Unity. Jusqu'à présent, effectivement, ils ont un UI system à base de GameObject, et effectivement, il y a pas mal de cas où il faut réinventer la roue. Mais ils ont aussi introduit un nouveau système d'interface où en gros ils ont un simili langage HTML et un simili CSS, et permettent aux devs justement de construire des interfaces avec ce type de workflow là. Oh, pas mal. Ça peut être intéressant. Mm. Ouais. Il est récemment sorti de preview, je crois. Je vois pas beaucoup de tutoriels dessus sur le net, mais ouais, ça fait partie de leur truc. Ah, si on explore un workflow pour avoir du web dans Unity, enfin des interfaces web, ça peut être pas mal. Parce que le problème. Il y Ouais, a des jeux vas-y. il y a des jeux qui ont fait ça, qui ont fait. Il y a un jeu qui s'appelle Golf Plus. Et en gros, ce qu'ils ont fait, c'est que toutes leurs interfaces, tous leurs menus, ils les ont fait avec React. En gros, ils ont utilisé un plugin qui te permet d'avoir des web views dans une application Unity que tu peux soit aller chercher sur un serveur ou même avoir les fichiers en local. Euh, et, euh, et donc, les mecs, en fait, ils avaient déjà du skill en React. Et ils ont gagné énormément de temps à construire leurs interfaces comme ça plutôt que de le faire à la main dans Unity. Tu m'étonnes. Mais ça, les WebViews, je suis pas sûr que ça passe aussi facilement dans Three.js. En Explorer web. Alors, du coup, parce que tu es limité à. Tu ne peux pas avoir un iframe aussi facilement en VR. Et ça, franchement, c'est dommage. Le fait que tu puisses Qu'est-ce pas qui est dommage? iframer, le fait que tu puisses pas iframer de l'HTML en VR sur le web, parce que quand tu cherches à générer une image depuis une iframe, ça te fait une image noire, parce que le web t'empêche de faire des captures d'écran de ce qui se passe dans une iframe pour des protections de contexte. Et je sais pas du coup s'il y a des web views Unity passeraient en fait sur du WebXR. Hmm. Il y a un projet franchement qui est pas mal qui pourrait être une alternative intéressante là-dessus. C'est par exemple des trucs comme Hyperbeam qui font des VPS en fait. C'est juste des machines virtuelles très très légères qui font dans un navigateur. Et là, par exemple, tu as une démo où ils étaient dans. Alors, c'était quoi? C'était FrameVR, où justement, ils étaient capables d'avoir le navigateur dans Frame. Ça c'est des alternatives qui, je pense, ont du potentiel pour avoir l'interface web. Enfin, enfin, un container web, disons, en VR. Container web. C'est un VPS, c'est-à-dire que c'est une machine virtuelle qui est sur le cloud et qui stream. Qui stream l'image sur la scène. Et du coup, tu as juste, toi, côté client, une texture qui est streamée comme un stream Twitch. Sauf que du coup, c'est pas un stream Twitch, c'est un Chromium, en fait. Un Chromium sur le cloud, en headless. Qui te retourne son interface. Et toi, tu streams tes interactions pour que le navigateur évolue, quoi. Ça, ils ont un truc sympa pour ça. D'ailleurs, je crois même qu'ils ont une démo JS et toi. Ah, JS exemple, Hyperbeam. Et tu vois, c'est en 3D et c'est pas juste un overlay, non, c'est un navigateur par exemple. D'accord. C'est parti loin, je crois.
Ça fait partie de Needle Tool. J'avoue que j'aimerais bien voir ce que ça vaut. D'ailleurs, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait indexer des scènes 3D? Ça, c'est une problématique de mon auteur. Je pense que ça devrait C'était marrant parce que Nvidia, c'est ce qu'ils avaient mentionné lors de leur présentation. Tu sais, ils parlaient du SD comme leur proposition pour le métavers. Et ils disaient que l'avenir qu'ils envisageaient, c'était un monde où on indexait des scènes USD au lieu d'indexer des pages HTML. C'est vrai que les navigateurs, les sites web pourraient exposer leurs scènes sous un format USD. Ah, ça peut être une façon de faire, d'exposer sa scène. Parce qu'il faudrait que Three.js, même si tu charges un GLTF, ça te donne quand même un modèle USD que tu puisses naviguer, quoi, que tu puisses parser. Et c'est vrai que pour des problèmes d'accessibilité, le fait d'avoir une scène uniforme que tous les indexeurs peuvent parser, tous les screenreaders peuvent passer, ça peut être pas mal. Je pensais plus au GLTF, mais c'est vrai que l'USD, à ce niveau-là, entre l'un ou l'autre, il n'y a pas de préférence, quoi. Ouais. Après, voilà, du moment où ta scène a une hiérarchie qui décrit comment elle est constituée et que tu labelles des features importantes, tu pourrais parser des scènes 3D dans lesquelles tu as des voitures, dans lesquelles tu as des chiens. Enfin, tu aurais une capacité à naviguer des différentes scènes 3D au sein d'un métavers par catégorie. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, ça va être surtout sur les builds, par exemple Unity. Comment est-ce que tu fais ça? Parce que du coup, Unity va gérer sa scène en WASM. Et WASM, c'est pas quelque chose que tu accèdes aussi facilement que l'extérieur. Ouais, ça devient un blob. Après, ils ont récemment, parce que Nvidia, ils travaillent sur un truc qui s'appelle Omniverse, où ils veulent se servir du SD pour créer une compatibilité entre des projets de différents softwares. Blender, Unreal et Unity a été rajouté récemment. Donc j'imagine que potentiellement, tu pourrais exporter un format descriptif de scène. J'ai pas pris le temps de me plonger vraiment dans Omniverse, mais Il y a un intérêt, en effet, à pouvoir exporter un format à part. Et je pense qu'il faut que ce soit le fichier final qui puisse être parsé de manière intelligente. Parce que du coup, c'est facile à spoofer. Genre, je génère un export d'une scène super sexy. Et au final, le site web donne sur une scène dégueulasse. L'indexeur va se baser sur la scène super sexy qui aurait été donnée à part. Moi, ouais. ce que je voudrais, c'est que ce soit le runtime réel qui puisse être parsé et analysé. Non, c'est sûr, il y a des choses à inventer. Voilà, je suis d'accord. Après, l'import de ce que j'en connais de Unity quand ils font des builds WebGL, pour des raisons de performance, en fait, ils sont obligés de le compiler assez bas niveau, si je dis pas de bêtises, pour que ça puisse tourner efficacement. Ouais. C'est le challenge. Faire en sorte que le métavers soit le plus accessible possible. Parce que s'il est accessible, moi, je peux l'indexer. Ah ouais, c'est horrible. C'est ça, c'est ouais. Ça, c'est la pire des options parce que c'est la plus gourmande. Le coût par site web pour faire tourner une IA qui fasse de la vision par ordinateur, plus simuler un comportement d'utilisateur normal en VR. Oh mon dieu. Quand tu es un indépendant, c'est mort. Non, il faut une solution beaucoup plus propre que ça. Ouais. Après, il y a peut-être une autre solution, une solution qui est de laisser les utilisateurs décider de ce qu'elle contient. C'est-à-dire les gens vont visiter les... Alors, moi, c'est un système que je vois, que j'imagine, c'est genre, tu es dans le moteur de recherche, tu vois un site web qui t'intéresse, tu y navigues, et quand tu reviens sur le navigateur, tu donnes un avis sur l'expérience. Tu mets, je sais pas, 1 à 5 étoiles si c'était une bonne expérience. Comme ça, tu es sûr que enfin, ça te permet de qualifier
le site web en termes de relation par rapport à ce à quoi il s'attendait. Si par exemple tu cliques sur un site web qui te parle de chat et tu te retrouves dans une animalerie de dragon, les gens vont mettre une étoile et tu vas comprendre qu'en fait, c'est pas exactement ça, quoi. C'est pas tout à fait ça. Ça peut être une Bah après, façon. c'est un truc de plateforme, ça, en fait. C'est un petit peu comme ce que fait des explorateurs de contenu. C'est une plateforme qui propose d'héberger des liens vers des applications Web 3D, WebXR, avec un système où les gens peuvent se créer un compte et noter les sites. Bah, d'une certaine façon, inconsciemment, c'est un peu comme fait TikTok. Si tu passes 10 secondes à regarder une vidéo ou si tu la scrolles instantanément parce que tu peux la voir, TikTok sait grâce à ces informations-là un score qui pourrait être représenté par un nombre d'étoiles pour indiquer l'intérêt et la qualité de ce média. Ouais, mais ça peut se faire hacker. Je veux dire, tu peux employer un bot et faire remonter artificiellement une expérience dans le classement. C'est vrai. Et là, il y a tout un contrôle en termes de sécurité à mettre en place. Moi, je pense que aux échelles où on est actuellement, c'est beaucoup plus simple juste d'avoir une curation humaine traditionnelle ou à travers une communauté sur une plateforme où les gens peuvent au minimum se créer un compte parce que sinon, on est obligé de partir dans des montages avec des identités vérifiées, non fongibles. Ouais. En vrai, t'es pas obligé d'aller aussi loin que ça. Par exemple, si, par exemple, le moteur de recherche, quand la personne arrive, tu lui mets. Déjà que tu t'assures avec un captcha caché, par exemple, que c'est un vrai utilisateur, et que tu lui mets un token, un cookie qui revient quand la personne revient, le cookie qui contient les informations, là, tu peux être tranquille tant que le captcha n'est pas spoofable. Si le captcha est spoofable, c'est la merde. Parce que dans ce cas, les gens peuvent mettre des défauts, des bots du coup. Ben, ouais. De toute façon, tu peux savoir quel site tu quittes. Ouais. De toute façon, le moteur de recherche, tu peux juste savoir quel site tu quittes. Donc, il va pas te suivre partout. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance qui commence à apparaître, et je me suis rendu compte lors des premiers interviews, c'est que les gens veulent de moins en moins faire des recherches actives, ils veulent avoir du contenu qui leur soit proposé. Donc le fait qu'il y ait déjà un ranking plus ou moins fait par la communauté d'une façon ou d'une autre, ça peut aider à soit mettre en avant les nouveautés, euh, soit faire apparaître les sites les plus populaires sur les thématiques que la personne recherche. Donc, il y a peut-être une évolution de la recherche qui pourrait être intéressante à creuser, qui soit plus travaillée par l'IA et par les interactions humaines. C'est vrai qu'il y a ces deux bords. TikTok, c'est complètement la version en IA. Et pour moi, dans mon expérience, Twitter, c'est la version humaine où tu vois ce que les gens recommandent de façon complètement organique et tu découvres comme ça. C'est sûr. Et si on peut trouver un mélange qui soit utilisable en XR pour un moteur de recherche qui puisse faire découvrir des expériences immersives, parce que moi, le but pour ce projet-là, c'est clairement que les gens découvrent le web immersif, qu'ils découvrent à quel point cette plateforme est riche, ce qu'on peut faire de nouveau. Donc le fait d'avoir des solutions comme ça, soit un mélange de TikTok et de Twitter, on pourrait faire découvrir à des gens la WebXR, inciter les gens à créer plus, faire en sorte que cette plateforme, cet écosystème se développe de manière beaucoup plus riche. Et on va faire des choses sympas avec ça. Franchement, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Vas-y. Ouais. Mais là, là, ce qu'on a qui est assez fort pour l'instant, c'est les pages d'accueil des moteurs de recherche. Genre, par exemple, si tu ouvres Meta ou si tu ouvres Pico,
tu as une page d'accueil qui propose déjà du contenu. C'est déjà un agrégateur de contenu assez intéressant pour mettre en avant le truc. D'ailleurs, je m'étais entretenu avec un gars qui avait réussi à publier une application dessus. Et il avait genre 1000 utilisateurs par jour. Il a triplé son nombre d'utilisateurs journaliers rien qu'en passant justement sur la page d'accueil d'Oculus. Et ça, c'est ouf. Donc il y a de la demande, et c'est juste que les gens ont du mal à le trouver. Donc un moteur de recherche pourrait faciliter la découverte de ce genre de contenu-là, et ce serait top. On peut faire des choses sympas. Coucou Isabelle, Salut, ça va? ça va? Désolée pour être si tard. J'étais encore en train de discuter des trucs pour Euromersive, donc voilà. T'inquiète. Je voyais juste ta présa, justement, et le dernier truc. Et début de semaine, j'ai assisté à des pitchs des business angels France. Non, européen, pardon. Et il y avait un projet de don dont je voulais justement te faire part. Ça s'appelle Ouais, vas-y. Index AR. Je ne sais pas si tu connais. AR, non, ça me dit rien. En fait, Index AR, c'est d'un mec qui s'appelle, je vais t'envoyer, Razvan Boldis. Et c'est un browser mobile AR. Et Ouais. bon, il se dit d'être le YouTube du contenu 3D. Voilà. On va voir ce que ça peut donner. C'est quelque Ouais. chose comme ça? Attends, ceci étant. Ouais, je pense que c'est bien ça. Ouais, c'est vrai. Oui, bah, c'est un start-up, hein, À donc voir. Ouais, c'est à des c'est débutants. voilà, donc ils cherchaient de financement et voilà. Mais comme c'est quelque chose, peut-être que tu as également pris en considération des éléments 3D dont ta moteur de Ouais, recherche, ça pourrait peut-être être intéressant justement pour prendre des ouais, ouais, non, à titre je vois ce que tu dis. Il y a en effet une branche, il y a une partie AR qui est en effet à creuser, que ce soit pour les casques autonomes ou. Là, c'est plus une solution B2B, donc j'aurais du mal à m'intéresser, à entrer dans ce secteur-là. Je vise ouais, plus le grand public. Là, si tu veux, je te fais juste un petit récapitulatif de la présentation. Alors, tu connais ouais, déjà le projet de façon. oui, oui, J'explique oui, les limites, ce que le moteur de recherche peut apporter en termes d'expérience voilà. utilisateur. Et j'annonce du coup que, je suis à la recherche de partenaires qui aient de l'expérience en marketing, en design, en UX, en accessibilité, ce genre de choses-là. Je vais bientôt lancer une bêta fermée qui va Ouais, bientôt cool. venir. Alors, soit cette année, soit l'année prochaine, gentiment. Et j'ai une petite landing page avec une liste de diffusion par mail pour faire ça en français. C'est tout en français ou c'est également en anglais? Pour l'instant, c'est en français et quand je l'annoncerai à la communauté anglophone sur le WebXR anglophone, je traduirai. C'est juste parce que je connais peut-être quelques personnes qui pourraient être intéressées dans le groupe dans la communauté des Gatherverse. Ouais. Donc des profils, mais bien entendu, ouais, ils sont pas tous francophones, je suis navrée. Donc Non, je vais en faire la sélection, ne t'inquiète pas, ça marche, merci. voilà, je sais, je taquine. Donc Pour voilà. présenter Isabelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Madame Gatherverse, si on veut. Tu t'occupes aussi de Remersive. Ouais, en effet. Surtout, ça ne tiendrait pas. Et mon Ouais. Dieu, mais tu fais tellement de choses. Oui, je sais. C'est Ça n'arrête pas. comme, Elle est comme aussi Charlie associée disait, à Iserwan. de vous poser. Mais bon. Donc, non, mais c'est par passion. Et une passion, on ne peut pas arrêter. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on peut faire pour la communauté XR, voilà, avec grand plaisir. Ah bah, il y a tellement de choses à faire. Ça montre Je qu'il y a sais. tellement de potentiel. Allez, on va y C'est pour arriver. ça que je ne me pose pas encore. Comment c'était, sinon, d'autres sujets que vous avez discutés ce soir? Ah bon, il y en a eu plusieurs. On a parlé du RTK, de Acewall. On a parlé un peu de Niantic et de WebXR. Oui. Et là, juste avant, on était en train de parler de je ne sais plus.
Si, on était en train de parler d'indexation de contenu, Ok. en parlant du produit Needle Tool. Donc, Ouais. si tu as ici des sujets qui t'intéressent, que tu veux aborder pour qu'on en discute, avec plaisir. Oh, il y a tellement de choses qui m'intéressent. Euh, La dernière, Justement, est-ce que quelqu'un a déjà vu le Pico 4? carrément. Ah, sur la vidéo. Oui, Tu voilà. Non, c'est parce que j'ai un client potentiel qui, dont, en fait, c'est plutôt pour un tour guidé pour plusieurs personnes de la même société, dont la plupart est à Paris, quelques-uns en Espagne, en US et en Chine. Et bien entendu, pourvu qu'il y a une personne en Chine, on est coincé au niveau de non seulement matos, mais également pour visiter des plateformes chinoises. D'après la Chine, je veux dire, c'est pas comme, bon, on ouvre la possibilité et on commence avec Roblox ou Decentraland pour faire un tour. Déjà en Asie, soit peut-être par un VPN, mais c'est fermé. Donc voilà. Donc, et j'ai hésité de prendre le Pico 4, de voir avec Pico en direct, mais apparemment, c'est que il n'y aura même pas possibilité de mettre un câble, donc de le lier à Steam. Donc, Quoi? du coup, Ils avaient un système. Ils ont Virtual Desktop. Je sais qu'ils ont Virtual Desktop en termes de support. Oui, euh, le dev a annoncé qu'il supportait, mais ils ont arrêté le câble DisplayPort qu'il y avait sur le Pico 3 avant. Ah, ok, d'accord. ouais, mais il y aura même un toggle qui viendra, mais il n'est pas encore d'actualité avant février l'année prochaine. Et même aux US, le Pico 4 n'est pas prévu à la base, pourvu qu'ils ont encore des problèmes de droit avec TikTok, ByteDance aux US. Après, il y a un autre casque comme le Pico avec l'anti-pancake et Passwire qui a été annoncé par Lenovo. Le Ouais, Lenovo Think Reality le Neo. VRX, je crois. Ouais, en gros, ils utilisent quasiment le même reference design de Qualcomm que Pico, Ok, on dirait. Mais même form factor, en fait. Batterie à l'arrière, des caméras couleur devant. ouais. Et bon, Parce il y a que je aussi ne vois pas d'autres casques qui pourraient fonctionner partout dans le monde. C'est ça le truc. C'est un événement le même jour, le 2 novembre déjà. Euh, et ouais, il faut que j'envoie les casques partout. Mais bien entendu, il faut en amont préparer les casques et mettre tous les accounts et télécharger tous les plateformes, quoi. Donc, C'est vrai. bah, Donc là, tu peux être plusieurs casques, du coup. c'est plateforme agnostique. oui, Mais rien que par ouais, c'est exemple, ça. là, si tu veux, j'ai peut-être un exemple qui peut t'intéresser. Là, sur Mozilla Hub, chez Aptero, on travaille sur du Mozilla Hub. On avait Ouais. un client qui est en Australie une fois, et là, on a une équipe, on a notre CTO qui est parti en Corée Ouais. pour supporter justement la Corée sur notre plateforme Mozilla Hub. Donc, Ok. tu peux, je pense, utiliser du consommateur avec ça. Ouais, bah, ça Du dépend où. consommateur international, on va dire. Bah, hmm. Le truc, c'est que, en fait, c'est plutôt une boîte industrielle, des gens, disons, pas les plus jeunes, qui testent pour la première fois la réalité virtuelle et qui souhaiteraient, dans le futur, non seulement utiliser un plateforme pour faire leurs réunions, mais en même temps, faire un genre de team building, visitant plusieurs plateformes, pour, ouais, jouer, quoi. Donc, il faut presque le préparer comme tu fais avec un bébé. Il faut juste mettre le casque, pousser sur le bouton et voilà. C'est ça un peu l'idée derrière. Ouais. C'est un sacré projet. Si vous connaissez cette techno,
Je veux bien connaître la solution. Et je sais pas courage pour ça. Oui, ça ira bien. Donc, on trouvera toujours des solutions. Donc, Bah, peut-être qu'une boîte auquel tu peux peut-être t'adresser, qui ont une expertise là-dessus, c'est le Pavillon XR sur Paris, qui ont pas mal d'expertise sur l'organisation d'événements et ce genre de choses. Ils ont oui, peut-être un système à te recommander. oui, même truc commodal de Laval Virtual, en fait. Ancien Laval Virtual. Euh, Eux aussi, ils ont organisé Laval Virtual 2020, complètement hybride, virtuel, pardon. Le pavillon, c'est Bertrand Wolf, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, J'avais ouais, fait c'est un ça. stage chez eux il y a longtemps. Laval Virtual aussi, j'avais testé leur plateforme, c'était assez intéressant. Virabella. Un petit peu limité quand même, mais ouais, Virabella, ils ont pas J'ai mal racheté de. FMVR, qui sont sur WebXR pour ceux qui veulent. Ouais, mais Virbella a vachement changé. En fait, ils ont sorti un campus gigantesque et ils ont également quitté, bah, à l'instant en tout cas, la version avec casque. Donc, c'est que web aujourd'hui. Là où au début, tu pouvais FMVR? également y accéder. Ouais, au début, c'était avec casque, mais maintenant, tu sais plus avec le Non. casque. Attends. C'est Virbella ou FrameVR qui vire le casque? Virbella. Ah, ok. Virbella, c'est le Ouais, natif. Ok. Ouais, ok. ouais, Je ouais. n'avais jamais tenté vraiment de le mettre, quoi. Qu'il a Ouais. abandonné facilement. Bon. Ouais, à l'instant, oui, bah, depuis 2 ans, un peu comme a fait Wave. Wave a aussi abandonné le casque parce que le marché n'était pas assez mature pour eux. Et puis, bah, Engage, eux aussi, bah, c'est un super plateforme. Mais ouais, je suis pas sûre que ça fonctionne en Chine. C'est ça un peu le truc. Tous les pays, il n'y a pas de souci, mais sauf la Chine qui met un restreint de ouf. Tu peux pas librement accéder à Roblox ou Decentraland, VRChat, tout ça, c'est mort. Donc, Oui, faut trouver quelque chose à les occuper. même à travers un VPN, ils peuvent pas accéder à VRChat. Non. D'accord. VRChat, c'est mort. Roblox ou Decentraland, parfois avec un VPN, mais c'est ça, Et pourvu tu peux. que c'est dans une société, bah, une grande boîte, disons, ils ont des firewalls assez puissants qui feront que bah, tu peux même pas installer un VPN. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Si c'était chez un particulier, je dirais oui, bah, on peut tenter, mais si c'est dans une entreprise, Il y a un truc qui pourrait être c'est fait. mort. Il y a un truc qui pourrait être fait, c'est que Modilab, c'est un truc que tu peux héberger toi-même. Mais tu pourrais aussi héberger une instance Modilab en Chine, sur un data center chinois. Ah bon, et ça demande un peu d'expertise sur AWS. J'en reviens du coup sur Ouais, Mozilla, parce que je le connais plus. Et tu peux héberger Hubs partout. Là, par exemple, on avait un client qui demandait à avoir Mozilla Hub en local sur un ouais, ordinateur parce qu'il voulait être coupé du réseau. Le client, c'est les voilà. aéroports de Paris. Donc tu peux faire tourner Hubs en local dans une bulle comme en Chine. Je pense que c'est faisable. Ça demande un peu de technique. Mais Ça va se faire. si tu fais ça, du coup, est-ce que tu peux parce que là, je pense que tu me perds un tout petit peu dans le sens où tu Alors, peux du coup, tu es dans cette instance locale au même moment que tu n'as pas la connexion quand même avec tes collègues de l'autre bout du monde. c'est ça. Tu es isolé. Après, s'il y a Ouais, moyen de faire une connexion entre les deux, j'en sais ouais. rien. Mais au moins, tu peux apporter l'expérience. À quoi? Tu dis quoi, Ludovic? Ah, ouais, mais je pense que c'est plus complexe. C'est plus complexe que ça. On en parlait Ouais. juste avant des VPS. Mais c'est vrai que, attention, faire passer des informations entre deux serveurs, à mon avis, ça sera plus informatif, plus facile que transmettre des informations d'un Ouais, serveur européen vers un utilisateur. Donc c'est peut-être que ça ça. peut être une piste plus facile à creuser. Mais Ouais, parce que en tout cas, tu peux le mettre en local, tu peux le mettre en local chez eux. C'est ça ce que je te propose. bah oui et non, parce que du coup, c'est en local, mais
il n'aura pas le contact avec ses collègues aux US, Espagne, Paris, et je ne Ouais, sais plus l'autre, en même temps quand même. ouais. J'ai une question. Est-ce que les firewalls chinois sont uniquement entrants ou c'est aussi sortant? Aussi C'est-à-dire, sortant. est-ce qu'on peut accéder à des sites chinois facilement? Non, ça dépend. Tu ne sais pas tout voir. Ok. Parce que du Tout coup, en c'est vrai. fait est manipulé, administré par le gouvernement en Asie. Euh, c'est plus protégé que le RGPD pourrait être à vie. Donc, Oh merde. c'est ça le problème. Si c'était par exemple Malaisie ou Japon, je dirais encore oui, mais Chine, c'est bordélique. C'est Ouais, bah, du Decentraland et les autres, bon courage pour les héberger toi-même, mais du Hubs, j'en ouais, vois peut-être une piste là-dessus. Mais encore une fois, comme c'est dit, bah, je je veux pas vais aller. en fait ce que je vais leur proposer, c'est que lors du jour démo, qu'on enregistre notamment un tour guidé et que le cas échéant que ça fonctionne pas, mais qui pourrait quand même avoir un petit montage pour savoir à quoi ça ressemble. Euh, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas la même chose. Et à côté de ça, d'autres plateformes qui sont accessibles sur tous les continents, quoi. Donc, Bah, ouais. tu as des pistes de réflexion avec ça. Ça, Oui, c'est bah, voilà. tout ce qui est dans le Pico Store, ça devrait fonctionner. Donc, pourvu que eux sont également asiatiques, mais ouais, c'est, on nous facilite pas la vie, hein, Carrément. c'est ça. Donc, et qu'est-ce qui se passe sinon en France? Raconte-moi parce que ça fait trop longtemps. Et bah, le Lynx. Oui, bien sûr. Mais Non, j'ai pas plus de il a eu, nouveautés sur l'état du marché. il a eu pas Ouais, mal de bah, on retard, avait- Stan. Donc, oui. Pas testé. ça arrive, C'est ça ça, arrive. c'est ça Ouais, leur site de Lynx? non, ça c'est Pico. Non, non, Ah Lynx oui, c'est ce c'est que je voulais dire. Parce que c'est ça Pico ressemble encore. pas du tout. Oh mon Dieu, tellement beau. Ouais, il est magnifique. Vous avez tous backé le Kickstarter? Exactement. Ouais, Ça va bientôt faire un an. Au secours. Ouais. Ah ouais, non, mais ouais. je lis assez souvent le Discord et les gens qui attendent dessus. Ouais. Bah, Eh le non, mais c'est problème, maintenant ça c'est, va faire un an. Oh merde. ouais, Ça fait plus. un an que je baquet. Normalement, il était déjà censé à lancer en avril, mais le problème, c'est que entre-temps, Qualcomm a été acquis pour une partie, en tout cas, par Tencent, donc Ah, je l'Asie. savais pas ça. Ouais, ouais. Et du coup, euh, ça veut dire qu'ils protègent leur marché en Asie. Et à cause de ça, la production qui a lieu en Asie a pris du retard. Et ce qui a fait que, bon, ils n'ont pas encore pu lancer la Salut. production. Bah, si, la production est faite, mais je veux dire, ils ont pris énormément de retard pour obtenir les casques. Et puis, avec toutes les restrictions des produits pour la livraison en Europe, bah, c'est le bordel, quoi. Hugues, tu as Mais des informations là-dessus? Oui, bon, je vais pas dire plus de trucs que ce que Stan a annoncé dans son live tout à l'heure, mais bon, ce qui est sûr, c'est que quand on voit les choses de l'intérieur, on mesure à quel point mettre un hardware sur le marché comparé à du software, c'est une toute autre paire de manches sur tous les aspects, que ce soit supply chain, validation, etc. La bonne nouvelle, c'est que là, on y arrive, donc les premières séries vont pouvoir sortir en novembre. Et ouais, d'ici la fin de l'année, il y aura des links qui auront commencé à rentrer dans les mains de backers, notamment des gens qui développent des applications très intéressantes qu'on voudra mettre en avant et featurer.
Mais ouais, là, on en voit le bout, en fait. Donc, c'est cool. Ouais. En plus, c'est open source, hein, donc c'est génial ce qu'ils font. Ouais, le plus possible. Faites, ouais. Ouais. Ça va être chouette. Ça va être chouette. J'ai hâte. Non, c'est vraiment sympa. Je passe mes journées du coup à développer dessus et en vrai, c'est vraiment, faut vraiment plus le comparer à quelque chose qui va supplanter complètement le HoloLens que des casques VR vraiment. C'est vraiment comme device de AR que c'est hyper impressionnant. Parce que Ouais. quand on le pense, on a vraiment toute la vision périphérique qui est ouverte et il y a une belle impression de continuité. Un autre gros avantage aussi, c'est qu'il y a plein de casques qui sortent avec des pancakes. Et Mhm. la limitation principale des lentilles pancake, même si elles sont plus petites, c'est qu'il faut des écrans très très brillants en fait pour Mhm. avoir de la luminosité, parce qu'on perd de la lumière quand ça passe à travers un montage pancake. Et les Mhm. lentilles qu'on utilise, elles n'ont pas ces restrictions en termes de luminosité, donc on est capable de matcher la luminosité extérieure sur la vision périphérique à celle qu'on voit à travers l'écran du casque. Donc ça se passe très bien. Ouais. Pour moi, c'est le premier casque qui vaut vraiment le nom de Mixed Reality. Carrément. Bah, Lynx, J'ai- c'était les premiers à travailler sur cette technologie. Oui, D'ailleurs, en je suis sûr effet. que beaucoup des boîtes qui sortent des casques aujourd'hui, ils, c'est, Mhm. euh, ils ont initialement pensé qu'on allait faire les lunettes AR un peu comme ce que euh, Snapchat a voulu essayer de faire. Mhm. Ils se sont rendus compte qu'on n'y est vraiment pas encore en termes de technologie Non, optique. Ils se sont rendus compte que le pass-through AR, c'était la meilleure voie pour l'instant. Donc, tout on est à très fait. fiers ouais, d'avoir commencé et d'avoir été les premiers là-dessus. Bah oui, ça, c'est sûr et certain. Et en fait, c'est triste parce que j'étais avec Stan aussi à Stéréopsia l'année dernière dans Hmm. l'étude de ARVR de l'Europe. Et en effet, on en a discuté. C'est quand même triste qu'un projet tellement prometteur qu'ils ont dû commencer avec un Kickstarter de 200K, qu'ils ont galéré pour lever de l'argent. Euh, S'il aurait été aux US, il aurait déjà été financé, mais Des milliers. 20 fois plus. Euh, donc, quelque part, chapeau qu'il reste en France, de un, qu'il garde ça en Europe, et en même temps, euh, qu'il y arrive à faire, à créer un truc tellement performant avec le peu de budget qu'il a eu. Ah Je oui, trouve ça c'est vraiment. à chaque fois que l'équipe s'inquiète un peu de ce que la concurrence sort, ça nous répète que Mhm. de leur côté, ils sont des centaines, voire des milliers chez Meta. Nous, on Voilà, est à peine une vingtaine aujourd'hui. c'est ça. Non, non. Ça va être Mais impressionnant. quelque part, c'est rassurant aussi que finalement, en Europe, c'est comme on dit toujours, l'Europe, c'est la créativité, US, c'est l'argent, Asie, c'est la production et Afrique, c'est les matières premières. Ouais. Et quelque part, c'est L'Europe, rassurant. Euh, L'Europe, c'est la créativité. c'est beaucoup de Et comités aussi. On oui, aime bien bien faire sûr. des comités d'éthique, de discuter en long, en large, et pendant ce temps, Google et Meta conquérissent le marché tranquillement. Ok. Bah, je dirais pas que c'est juste à cause des discussions, c'est plutôt parce que l'Europe est plus dispersée que jamais, parce que souvent les intérêts nationaux prévalent l'intérêt européen, ce qui fait que si tu veux faire quelque chose en Europe, tu dois d'abord te battre dans ton propre pays, par la suite, pays par pays. Et en effet, le temps que tu es occupé à ranger tes affaires dans chaque pays européen, et il y en a 51 quand même, euh, bien entendu qu'aux US, ils te dépassent facilement. Donc, c'est une combinaison des deux, je pense. Mais si ça aurait, je ne sais pas si on aurait pu créer quelque chose de si avancé euh, si il aurait été aux US où il aurait obtenu de suite tout l'argent ici, il était presque obligé de, oui, d'y arriver avec ce qu'il avait. Et du coup, je trouve ça quand même, ouais, respect quoi. Non, non, oui, c'est sûr. Il est arrivé aussi à trouver les bons partenaires, Ouais, les bonnes relations. c'est 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 sûr. c'est aussi grâce à ça. Oui, Ouais. oui, oui, Il a c'est bien clair. s'entourer. Hein. Ouais, Ah non, mais l'équipe est top. C'est ouais. un régal de bosser avec eux. T'es sur la photo, toi?
Non, parce que moi, je fais partie de la deuxième vague de recrutement. Là, sur la photo, c'est la première que tu vois. Et attends, vous êtes combien? Vous vous êtes On est une... 50? Non, 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 on est tout juste 20 là, sur Paris. Ouais. Ah, ok. GG, ça va être bien. Mais toi, tu travailles avec eux ou tu as travaillé avec eux? Non, Donc, je travaille travaille chez avec eux. Je développe, je suis développeur chez Lynx. Ouais. Ok, super. Bah, C'est pour ça que je te félicitations. disais. Ah ouais, non, Ah, ça va être désolé. Je suis vraiment je suis occupée depuis 8 heures ce matin. Donc, mais alors, on s'est pas vu à Laval alors? la validation. Non, parce que je suis arrivé chez eux fin juin en fait. Ah ouais, non. Donc C'était voilà, Ah, il y a novembre peut-être l'année dernière. voilà. Bah, au prochain Laval, du coup, on aura peut-être l'occasion de se croiser. Oui, s'il y en sûrement. a un, parce que c'est pas sûr. S'il y en a Si, un. si, 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 si. Tu maintiens? J'ai reçu tous les infos pour Laval. Moi, je les ai vus en novembre dernier sur un truc au centre virtuel à Laval, où on a testé pour la première fois le casque. Et en fait, pour Laval, l'année qui vient, donc 2023, c'est la 25e fois. Il y aura de nouveau 5 jours, 3 jours professionnels, 2 jours grand public. Et donc, le recto verso sera également à l'espace Mayenne cette fois-ci. Et les journées grand public également à l'espace Mayenne dans une tente où avant c'était les food trucks sur le parking, quoi. Donc, le recto verso aura lieu à l'espace Mayenne en bas. À droite, ouais, c'est plutôt ouais, des petites salles, ouais, plus petites, quoi, À mais tester. quand même sympa, ouais. Donc, et cette année-ci, ce sera donc, c'est Clarté qui a repris Laval. Donc, quelqu'un qui va au Satis? Quand ça? Satis, c'est 9 et 10 novembre, ouais. Je pourrais pas y être. Tu y vas, Bah, Ludo? c'est... Allô, Ludo? Hmm. Pardon, Ludovic? T'as dit quoi? Ok. Super. Donc, Désolé. Bah, écoute, ça va être gentiment la fin de la soirée. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez aborder ou si on conclut gentiment là-dessus? Non, c'était très sympa. Merci de m'avoir pingé sur Discord. Je n'étais pas au courant et bah, c'était cool de discuter et d'apprendre des trucs. C'est sûr. Bah, tous les derniers jeudis du mois, bon, 23 heures, c'est peut-être bon, peut-être pas l'heure idéale, mais j'essaie d'avoir des séances de 2 heures qui correspondent aussi avec les Canadiens s'ils peuvent se libérer. Eux, ça leur fait plus ou moins l'heure de midi. Mais en termes d'heures, ah se oui. débrouille. Et pour s'abonner à l'événement, je vais mettre le prochain. C'est sur le serveur en haut, tout en haut à droite, il y a la catégorie événement où il y aura le prochain qui sera annoncé. Ou pour s'abonner, ouais, ça peut être plus simple. D'accord. C'est uniquement à travers Discord que tu fais la Je l'annonce promotion. sur LinkedIn et sur Discord. D'accord. Parce qu'un autre truc peut-être qui est possible de faire aussi, c'est peut-être un meet-up. Il y a pas mal de meet-up aujourd'hui qui se font complètement en ligne. Donc potentiellement, ça Le peut être problème une de Meetup, c'est occasion. que c'est payant en fait. Et pour l'instant, j'ai pas de Ah, budget pour cet événement. En fait, quand tu es d'accord. organisateur, tu dois payer pour avoir un truc. Après, je pourrais D'accord. Ouais. faire un Eventbrite. Ça, je pourrais faire un lien Eventbrite pour faciliter l'inscription. Pour avoir les rappels, ça peut être une solution aussi. Hmm. Mais si tu veux, j'ai déjà rajouté la chaîne justement des actualités. Je l'ai rajouté à la chaîne Events Euromercive. Et il faut que je travaille en urgence d'intégrer euh, l'écran Discord sur le site. Donc du coup, que ça s'affiche aussi là-bas, comme on a Je te discuté remercie. l'autre fois. Oui, Euh, Ouais, tu vois, ça fait déjà des mois, j'ai même pas encore eu le temps. trop de travail. Non, t'inquiète, tu gères tellement de choses dans tous les sens. Ouais. Je comprends Mais bien. du coup, ça pourrait justement donner encore un peu plus de visibilité et je pourrais créer
sinon, ça, on pourrait faire. Si je crée l'événement sur le site web de Euromersive, c'est automatiquement aussi affiché chez tous les membres. Donc, et en principe aussi sur LinkedIn. Donc, si c'est un truc de plus pour toi, tu sais, avec grand plaisir. Ça sera super, merci. Tu veux dire quoi, les deux? Je t'entends de faire des sons de temps en temps. Ça va être bien, ça va être chouette. Ouais, Il y a tellement de choses à faire dans cet écosystème. ça. À qui tu le dis? Juste couper l'enregistrement et au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Voilà. En effet. Bah, bonne soirée à bientôt. Bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Merci À encore d'être bientôt à venu. Laval. Hein. À bientôt à Laval. Bah oui, carrément.